Toutes les meufs de cet âge-là, à cette époque-là, qui avaient un mec et qui étaient sexually active, c'était l'étiquette directe. Entre filles, entre mec et filles, enfin, c'était insupportable. Le récit que vous allez écouter questionne le silence et ses conséquences. Sacha, c'est un pseudonyme, grandit dans une famille où les tabous sont nombreux. Dans l'adolescence, elle vit sa première relation dans le secret. Et à 15 ans, elle se retrouve confrontée à des violences conjugales et ne peut se confier ni à ses parents, ni à ses sœurs. Le silence s'impose à elle, car dans la ville du sud de la France où elle habite, les rumeurs vont vite. Et les jeunes femmes peuvent facilement se voir coller des étiquettes. Cette relation violente dure plusieurs années avant que Sacha ne parvienne à en sortir, notamment grâce à un départ en Angleterre. Attention, l'épisode que vous allez écouter mentionne des violences conjugales, familiales et gynécologiques. C'est une question qui m'a beaucoup obsédée toute ma vingtaine. D'avoir envie de faire le schéma, pourquoi moi, j'ai pas réussi à avoir un copain, deux copains, plusieurs copains, des relations longues, et pourquoi mes relations, elles étaient toujours très sexuelles et pas tellement amoureuses. Aujourd'hui, je peux dire que toutes les relations que j'ai crues amoureuses, elles n'étaient pas vraiment des relations amoureuses, mais elles étaient soit une soumission de ma part, soit une, comme on dit en anglais, situationship, donc je voyais des garçons, on couchait ensemble, mais il n'y avait pas vraiment de sentiments. Première relation, je l'appelle même pas une relation amoureuse, mais ma première relation, ce que j'ai considéré à l'époque comme une relation amoureuse, copain, copine, je suis hétérosexuelle, j'ai 14 ans, je crois, 14 ans, 15 ans, et lui, il a 1 an de plus que moi. En fait, c'est une fille, une cousine, qui n'est pas du sang, mais qui l'est du quartier, qui me dit... Il y a ce mec qui travaille sur la place du marché avec son frère, qui cherche une copine, est-ce que t'es d'accord ? Et moi, oui. Mais alors, je sais même pas qui c'est, truc arrangé de ouf, mais ça me choque même pas. C'est ma première opportunité, c'est pratique, on y va. C'est quelqu'un qui vient d'une communauté qui est pas algérienne, mais qui vient aussi d'une communauté qui marche un peu comme la mienne. Donc, très famille, très quartier, j'en parle à personne. Je suis contente, donc je fais tout ce qu'on me dit. Ça a commencé par des bisous, mais très vite, ça a été sexuel. Où j'ai fait vraiment tout ce qu'il m'a dit de faire, sans... Ouais, j'ai même pas cligné des yeux, quoi. Assez vite, il descend sa main dans ma culotte, C'est l'âge aussi où moi, je commence à découvrir ce que ça fait d'avoir une main dans une culotte, parfois ma propre main, et du coup, ça me plaît, donc je le laisse aller. Vient le jour où il me dit « J'ai réservé un hôtel samedi après-midi. » Ok, on va à l'hôtel samedi après-midi. Sans aucune volonté de ma part, mais sans aucune opposition non plus. Déjà, c'est assez étrange parce que lui n'a pas le permis, donc il demande à quelqu'un de venir me chercher qui a le permis. Donc moi, je suis dans cette voiture avec que des mecs qui m'emmènent à l'hôtel avec lui. Mais je vois le côté pratique. À ce moment-là, je me dis, bon, bah oui, effectivement, comment on va y aller sinon ? Et en fait, c'est très mécanique. Donc on arrive, il me baise, il me dévierge, et il se barre. Et je me souviens être là sur ce lit, me dire, OK, that's it. Et même pas tellement lui en vouloir d'être parti, mais juste me dire, je fais quoi ? J'en parle à qui ? Je me souviens même pas s'il s'est protégé ce jour-là. J'ai aucun souvenir de ça. Mais le moment où il y a cet après-midi à l'hôtel-là et qu'on baise, ce sera plus que sexuel. Donc si on peut pas baiser, ben on se voit pas. Si on n'a pas d'endroit où baiser, ben on se voit pas. Et si moi je peux pas baiser parce que j'ai mes règles, ben on se voit pas. Donc c'était ça la relation. Ça sert à rien qu'on se voit si on va pas baiser. Et là en fait c'est important de toucher sur le silence parce que j'invente des gros mensonges à ma mère pour sortir, pour aller le voir. Et ma mère ne me questionne jamais. Je sors, ok. Je rentre dans 2 heures, ok. Il n'y a jamais de tu vas où, donc moi j'invente et tout ça, mais en fait il n'y a même pas jamais trop de questions. Silence, tout le temps silence, silence. Je crois que je suis vexée. Je suis vexée que ma mère ne s'intéresse pas plus à ma vie, ne s'intéresse pas plus à ma sécurité, ne se pose pas plus de questions sur où elle va, avec qui elle est qu'elle est ok, rien. J'avais compris que j'allais pas pouvoir compter sur la parole. Et du coup, je jouais le jeu, en fait. Et je fais ce qu'on attend de moi, donc je parle pas. Je pense que si on m'avait posé des questions, j'aurais répondu. Est-ce que t'as un copain ? Oui. Sur la sexualité, je suis pas sûre que j'aurais répondu, mais qui sait ? Peut-être que j'aurais répondu. Il m'a beaucoup frappée. Et j'ai rien dit. Et il y a eu un moment où c'était tellement fort que j'ai dû passer chez l'hosto pour me faire réparer, machin. Et je suis rentrée chez moi en disant je me suis battue à la fête foraine. Pas de question.
J'ai porté plainte le jour où ça a dégénéré et le commissaire était son oncle qui m'avait dit tu sais, tu vas lui gâcher la vie, si tu fais ça, il aura une plainte, c'est pas un garçon méchant. Et je me souviens un jour marcher avec la minerve, la béquille, machin, et le croiser lui, peut-être 2-3 jours après, qui me dit oh, mon oncle m'a dit que t'as porté plainte, vraiment mielleux, quoi, s'il te plaît, enlève ta plainte, machin. Moi, je dis non, non, en fait, je sais plus si je l'ai enlevé ou pas, j'ai pas de souvenir. C'est plus facile d'être dans cette relation difficile que d'essayer de m'en sortir, quoi. Et je crois qu'il y a aussi un élément de je retrouverai jamais personne. Il m'a sali de toute façon parce qu'il y avait beaucoup de conversations dans ma ville natale où j'étais une grosse salope, j'étais une grosse pute. Ouais, c'était horrible. Toutes les meufs de cet âge-là, à cette époque-là, qui avaient un mec et qui était sexually active, c'était l'étiquette directe. Entre filles, entre mec et filles, enfin, c'était insupportable. 17 ans, je tombe enceinte. Et la PMI, la dame me dit, t'es mineure, ça va pas pouvoir se faire. Et je me souviens, je la supplie, je lui dis, non, je peux vraiment pas en parler, c'est horrible, je peux pas, quoi. Et elle me dit, non, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui a au moins 18 ans. Et quand elle dit ça, ma sœur a 15 mois de plus que moi, je me dis, ça va être ma grande sœur, en fait. Et là, je dis à ma grande sœur, j'ai besoin que tu signes ce papier, j'ai besoin de cette décharge pour me faire avorter. Mais elle le fait très vite, très facile, sans me poser aucune question. Ni de c'est qui, ni de c'est quoi, ni de est-ce que ça va, rien. Signe le papier, avortement en route, et je me fais avorter. En fait, je me souviens plus du premier, je me souviens du deuxième parce qu'il m'a traumatisée et qu'il y a eu ce silence qui m'a fait du mal. Mais le premier, je m'en souviens plus. Là, je me dis, putain, t'as pas fait attention, t'es quand même passé par là une première fois, t'aurais pu faire attention. C'est pas très clair et j'ai pas l'impression que les soignants ont fait attention à ce que ce soit clair pour moi. Donc je comprends que je vais devoir prendre 2 pilules, la première à l'hosto, la deuxième chez moi. On fait pas attention à comment je vais rentrer chez moi entre la première et la deuxième pilule. On me dit pas que je vais ultra saigner. Et donc moi je me souviens prendre la première pilule, être sur un lit d'hôpital. Donc c'est en ambulatoire, une demi-journée. Et repartir, mais avec des crampes d'un autre monde. J'ai pas de médicaments. Et je rentre chez moi, j'ai déjà commencé à saigner. Je suis dans mon lit, j'agonise. Ma mère est dans le salon. Qu'est-ce que t'as? Des règles douloureuses? Ok. Et voilà. Et je passe cet après-midi, mais horrible. Et à ce moment-là, en fait, j'en parle à ma meilleure copine qui en parle à sa mère. Et donc sa mère et elle viennent chez moi à ce moment-là avec une bouillotte. Elles viennent me voir, quoi, dans ma chambre. Et ma mère pose toujours pas de questions. Je pense qu'elle a entendu, je pense qu'elle n'a pas su. Comment tu débarques dans la chambre de ta fille, pousser la conversation sur je pense que je sais ce qui est en train de se passer, est-ce que tu veux qu'on en parle? Je pense qu'elle n'avait pas les codes, pas les outils, et que c'était au-delà de ce qu'elle pouvait faire ou de ce qu'elle pouvait imaginer faire. Je pense que c'était vraiment une tâche trop grande pour elle. Des souvenirs que je recolle parce que des photos et parce que des histoires familiales. Ma mère est une femme très libre. Visiblement, elle rencontre un homme. Ils font l'amour et elle tombe enceinte de mon frère dans les années 80. C'est un drame pour la famille. Donc ma grand-mère met ma mère à la porte. Donc toute sa grossesse, elle l'a fait chez des voisines qui l'ont récupérée à Marseille. Et puis quelques années plus tard, ma mère rencontre mon père qui arrive comme le sauveur, un mec très beau, très intelligent, qui débarque et qui lui dit on se marie, j'adopte ton fils, c'est pas un problème. Et donc pour ma mère, c'est la réparation totale de toutes ces années qui viennent de se passer. Et quelques années plus tard, ma grande sœur naît. Le sang de son sang à mon père, et ça commence à créer des conflits. Mon père veut plus que mon frère vive à la maison, et donc ma mère cède. Et mon frère part habiter chez ma grand-mère avec mes tantes, mes oncles. Moi, je grandis dans ce foyer avec ma grande sœur, moi qui arrive 15 mois plus tard, et ma petite sœur qui arrive 5 ans plus tard. C'est un foyer qui est violent. Il y a de la violence domestique, il y a une énorme violence financière où mon père vraiment rationne l'argent qu'il nous donne, puisque c'est celui qui va au travail et qui ramène de l'argent. Ma mère ne peut plus conduire, ne peut plus aller travailler, doit être femme au foyer, donc il y a toute cette violence que je vois. Ma mère trouve un peu de salut dans les activités extrascolaires, donc elle nous inscrit à la gymnastique, et même ça, c'est très problématique. Mon père trouve que c'est pas un sport pour les filles, donc il veut pas qu'on aille à la gymnastique, mais ma mère se bat coûte que coûte, et on continue à aller à la gymnastique, et en fait, assez vite, ma sœur et moi,
On est à l'aube du collège, CM2, CM1. On commence à dormir dehors parce qu'on a peur de mon père. On dit à ma mère, il faut absolument qu'on parte, on s'en fout, on n'aura pas d'argent, c'est pas grave. Et là, on part et on habite chez ma grand-mère avec mes oncles et mes tantes. Donc, on est dans un appartement qui est surhabité. On y restera 4 ans et après on aura un appartement à nous, avec mon frère du coup, au 4e étage de ce même bâtiment. Donc la vie en communauté continuera, juste plus dans le même appartement, mais dans notre propre appartement en haut. C'est plus la violence de chez mon père, mais c'est aussi une violence parce qu'il y a mes oncles qui sont là, qui régissent la vie très durement de mes tantes qui sont aussi là. Et donc c'est aussi des bagarres, c'est aussi de la violence verbale, c'est pas d'intimité. Mais c'est la vie au quartier avec les voisins, les voisines, donc c'est un peu plus de joie et d'échappatoire. Parce qu'on peut descendre, on peut jouer en bas. Et le quartier, c'est vraiment ça. C'est une cité HLM avec des bâtiments pas hauts, donc 4 étages maximum, mais qui se suivent et qui ont une grande terrasse. Au-dessus de la caserne de pompiers, donc vraiment une communauté qui existe, un épicier, tout le monde se connaît. C'est les Italiens, c'est les Gitans, c'est les Algériens, c'est les Grecs. Le silence fait partie de la vie de famille depuis tellement longtemps et sur d'autres aspects de la vie que c'est juste le fonctionnement de la famille. Donc je le questionne même pas, c'est juste le silence de la famille. Donc là, nous, on parle d'amour et de sexualité, on parle de ce silence-là, mais il existait aussi sur les finances, il existait sur les histoires de famille, sur mon frère, par exemple. Donc je sais pas que c'est mon frère jusqu'à très tard, un peu avant qu'on déménage de chez mon père, mais on nous dit pas que c'est pas mon frère. Donc c'est vraiment un silence, c'est pas du tout un mensonge. On considère, mes sœurs et moi, que c'est notre cousin parce qu'il est chez ma grand-mère, mais on l'appelle pas cousin non plus, on dit pas mon cousin. On l'appelle par son prénom et il est là quand on arrive. Et puis le jour où je découvre que c'est mon frère, le silence. Moi, je suis convaincue que ma maman, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a reproduit exactement le schéma de sa propre maman. Il y a eu cette grossesse... de mon frère qui est né, ma grand-mère qui l'a rejeté. Ma mère n'est pas allée aussi loin, je pense qu'elle n'avait pas envie d'être aussi sévère et ce qu'elle considérait comme méchant, mais elle n'a pas réussi à passer l'étape d'après qui était je vais accompagner. Ça, elle n'a pas réussi à le faire, elle n'a pas réussi à nous accompagner et encore aujourd'hui, elle n'arrive pas à nous accompagner. De manière photographique, ma mère, très jeune, elle me ressemble beaucoup. Elle est éclectique dans sa façon de s'habiller, elle sort beaucoup, elle a beaucoup d'amis. Sur toutes les photos, elle rit aux éclats et c'est vraiment moi. Tu vois, si tu vas sur mon Instagram, c'est ça, quoi. J'ai beaucoup d'amis, je sors tout le temps, j'adore les fringues, j'adorais ces ensembles qu'elle avait ma mère, c'est ailleurs. Et en fait, tu sens que le temps et mon père et la vie l'ont éteinte, en fait. Et donc, au fil des photos, c'est des grands t-shirts, des fuseaux... ou des leggings maintenant on dit. Ouais, de moins en moins de paroles, elle existe moins sur les photos, elle rit moins, elle a perdu ses dents, elle a perdu sa capacité à entendre. Donc ouais, c'est... Ça c'est assez drôle et ma sœur dit que je suis complètement barjo, mais... Donc ma mère est très malade depuis quelques années, elle prend beaucoup de cachets et c'est forcément ça qui explique qu'elle a beaucoup grossi. Mais moi j'ai l'impression qu'elle a beaucoup grossi parce qu'elle parle de moins en moins et que du coup c'est tous ces traumas qui grossissent en elle parce qu'elle n'en parle pas. J'ai pas l'impression que c'est du gras, quoi. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont à l'intérieur comme de l'air qui grossit au moins qu'elle parle. Ce qui est probablement pas le cas, mais c'est ce que j'imagine, c'est l'image que je me fais. Et... un événement qui est important et qui commence à déclencher un truc en nous, mes sœurs, mais j'ai l'impression même mes tantes, quoi. Ma grand-mère meurt, elle est dans son lit, on vient lui dire au revoir, on fait tout ce qui est traditionnel à la maison, et là ma mère, elle demande jamais rien, elle est super silencieuse, elle nous dit je veux rester seule avec ma mère quelques minutes, et elle s'enferme avec ma grand-mère et elle parle, on sait pas ce qu'elle dit mais elle parle. Et on sait en fait ce qui s'est passé avec mon frère, on sait qu'il y a eu des moments difficiles entre elles, on sait que ma grand-mère était pas très contente qu'elle divorce, donc c'est un nouvel échec après avoir eu un enfant hors mariage. Mais on se regarde et ouais, ça nous rend heureuses en fait. Et d'ailleurs je le dis au féminin parce que ce truc des émotions, s'il a grandi dans ma famille, c'est vraiment grâce et avec les femmes, les hommes... à part leur colère, on n'a pas beaucoup vu leurs émotions. Puis ensuite, il y a ce voyage en Algérie
où on va l'enterrer. Moi, je ne fais pas partie de ce voyage-là, mais ça, c'est un voyage très pratique, en fait. On va enterrer ma grand-mère, ça dure quelques jours, il faut que ça soit fait. Quand tout le monde rentre, on décide de faire un grand voyage en Algérie pour voir la famille et pour dire au revoir à ma grand-mère d'une autre manière, de s'occuper de sa tombe au cimetière. Et donc là, on part 1 an plus tard, tout ensemble, en Algérie. Donc mes tantes, mes sœurs, ma mère. Et pendant ce voyage-là, en fait, on est au village de ma grand-mère. Et donc, on arrive chez cette tante un jour. Elle nous ouvre la porte, elle nous sort plein de photos et elle nous raconte des histoires super dures qui peuvent peut-être expliquer pourquoi il y a du silence, pourquoi il y a du trauma, d'où ça vient, notamment ce passage où le jeune frère de ma grand-mère fait partie du FLN. Il part un jour en moto et on ne sait pas où il est. On ne l'a jamais retrouvé. Dans la famille, on n'a jamais fait d'enquête. Donc voilà, il y a ce premier silence où on ne sait pas, on n'en parle pas, on ne sait pas où il est. Mais ça, c'est la famille de mon grand-père qui nous le raconte. Et ensuite, il y a cette histoire de... Donc ils ont cette ferme familiale et les Français arrivent et ils cherchent des combattants du FLN. Et donc c'est ma grand-mère qui est dans le champ, qu'ils arrêtent la première. Elle est enceinte de son premier enfant. Et en fait, il lui braque une arme dessus. Elle a tellement peur qu'elle se met à saigner tout de suite, quoi. Et donc, elle perd l'enfant, there and then, quoi. Dans le champ, tout de suite. Et suivra après la grossesse. C'est même ma mère qui va être le premier enfant après ça. Ma mère ne savait pas du tout que ma grand-mère avait été enceinte avant. Personne ne savait. Moi, dans ma tête, tout de suite, tout rentre dans l'ordre, quoi. Je me dis, ok, donc les traumas des uns se passent aux traumas des autres. Il y a eu une grossesse qui a été traumatique. Après, elle a eu l'autre grossesse. Et ça n'avait pas été facile avec ma mère aussi parce que c'était la guerre. Je n'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, mais il y a eu plein d'événements violents. Ma mère était toute petite et après, elle a dû faire ce voyage pour arriver en France. Et c'était donc la seule enfant qui est née en Algérie qui est arrivée en France. Et je crois qu'il y a beaucoup qui est arrivé sur ses épaules très vite, où elle a dû gérer un peu avec ma grand-mère à peut-être 10 ans, quoi. Donc ça fait beaucoup. Pour moi, c'est vraiment ce truc de... Ok, combien d'autres histoires, je ne sais pas, qui ont été aussi traumatiques et qui ont créé ces murs de silence qui se sont passés, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce entre ma grand-mère et ma mère? Ça m'obsède, mais j'ose pas demander à ma mère. Mes sœurs et moi, on est vraiment la génération qui avons stoppé ce truc de silence. Là, je rentre de congé, par exemple, et j'ai acheté à ma nièce, qui a 14 piges, un bouquin sur la sexualité queer, vachement bien fait. Ma sœur qui l'a pris avec des grands bras ouverts, qui m'a dit « il faut qu'on en parle ». On est la génération où, avec mes sœurs, on s'est promis, on est trop fracassés, on va certainement pas refaire le jeu du tabou, du silence, et des erreurs qu'on a pu faire, et du mal qu'on a pu recevoir. Avant, on disait le mal qu'on s'est fait, mais c'est du mal qu'on nous a fait beaucoup. L'histoire de Sacha n'est pas un cas isolé. Les violences conjugales dans l'adolescence sont répandues, mais peu visibilisées. 9 jeunes femmes sur 10 déclarent avoir déjà subi des violences conjugales dans un sondage réalisé en 2021 par la newsletter féministe Les Petites Clos et l'association En Avant Toutes. Des initiatives émergent pour aider les victimes à sortir de ces situations. L'association En Avant Toutes a par exemple un chat en ligne, gratuit et anonyme, à retrouver sur son site. L'épisode que vous venez d'écouter est réalisé par les journalistes Yoram Meloul et Yasmine Selami et produit par Clam. L'identité graphique est faite par Inès Osni. Si vous avez envie de suivre le projet ou de nous écrire, abonnez-vous à la page Instagram de Clam, klaam.fr ou écrivez-nous sur contact@clam.fr.